15h sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Et voici donc les titres qui vous seront développés. Au Sénégal, donc, Dakar ouvre le 4e forum sur la sécurité en Afrique. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et le PDG de la société chinoise PolyGCL, M. Yu Baodong, ont procédé ce matin au Djibouti Palace Kempinski à la signature d'un important accord visant à la mise en place d'un gazoduc entre Djibouti et l'Éthiopie, à la construction d'une usine de liquéfaction et la création d'un terminal gazier à Damerjoug. Le montant des investissements consentis avoisine les 4 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand investissement de l'histoire du pays. Le méga-projet gazier donc entre le gouvernement djiboutien et PolyGCL a ainsi été finalisé après plusieurs mois de discussions et de négociations. La signature de cet accord est un grand pas qui permettra à Djibouti de s'insérer pleinement dans le secteur industriel ou secondaire. Outre le ministre de l'Énergie, Younis Ali, et du président directeur général de la société chinoise PolyGCL, la cérémonie de signature de l'accord a vu la participation de nombreux hauts cadres du département de l'énergie, de la conseillère du président de la République de Djibouti, de l'inspecteur d'État, de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, ainsi que de plusieurs invités. L'aboutissement du chantier permettra non seulement aux voisins éthiopiens d'exporter du gaz vers la Chine et d'autres pays, mais aussi de soutenir le développement socio-économique dans les deux pays. Le nouveau gazoduc, long de 700 km environ, transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Éthiopie vers Djibouti. L'usine de liquéfaction aura la capacité de produire jusqu'à 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié après la finalisation des phases d'extension du projet. Les deux parties ont donc conclu l'accord de principe grâce auquel elles pourraient tirer profit de manière équitable. Ce protocole d'entente commerciale fixe ainsi les termes clés du partenariat entre la République de Djibouti et PolyGCL et servira de base pour la rédaction des contrats de concession afférents. Le gouvernement djiboutien et la multinationale chinoise se donnent un délai donc de 6 mois pour finaliser les contrats juridiques relatifs au méga-projet, une condition nécessaire pour lancer concrètement ce projet qui a une importance vitale pour Djibouti et PolyGCL. Et dans son intervention, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, s'est déclaré satisfait de la signature de ce mémorandum d'entente entre le gouvernement djiboutien et la société chinoise pour lancer les travaux de ce méga-projet gazier. Il a remercié notamment le gouvernement chinois pour ses efforts constants visant à assurer le développement socio-économique de la République de Djibouti. Nous l'écoutons. La signature marque l'aboutissement de plusieurs mois de discussion entre l'investisseur et les gouvernements djiboutiens. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être parvenus à cet accord mutuellement bénéfique et qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes. Mais avant de poursuivre cette allocution, j'aimerais adresser mes sincères et plus vifs remerciements au président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Gueye, pour son précieux concours et son indéfectible soutien sur ce dossier qui représente le plus grand investissement de l'histoire de notre pays. La mise en œuvre de ces projets est très attendue par les Djiboutiens et le gouvernement, bien entendu, accompagnera et appuiera pour le ciel de façon active et continue afin de nous permettre de réaliser ce projet d'envergure dans les meilleures conditions et délais. Je tiens à rappeler que le gouvernement attache une importance capitale à ce projet et sa concrétisation confortera la position de Djibouti comme hub énergétique régional et pôle industriel de référence. La mise en place et l'opération des infrastructures ne manqueront pas de générer des revenus substantiels pour l'État djiboutien, mais elles favoriseront encore et également l'emploi de la main-d'œuvre locale et la création de nombreuses opportunités d'affaires, sans pour autant oublier la préservation de notre environnement qui constitue notre richesse essentielle. Enfin, main dans la main, Djibouti, l'Éthiopie et la Chine, encore une fois, s'attelleront à faire de ce projet un réel succès
et feront le nécessaire pour tirer un maximum de profit de ce domaine sans égal. Et nous allons revenir donc sur la signature de cet important accord. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Rahma Ali Hassan, responsable des grands projets au département de l'énergie. Bonjour Madame. Bonjour. Alors quels sentiments éprouvez-vous à l'issue de cette signature de l'accord avec le PDG de la société Poly GCL? Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est le soulagement. Parce qu'il faut rappeler que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, de longs mois de réflexion, discussion, négociation. Et donc nous sommes soulagés d'être parvenus à un accord qui réponde aux attentes de toutes les parties prenantes. Le deuxième sentiment, évidemment, c'est la satisfaction. Parce que nous sommes contents d'être enfin parvenus à un consensus qui arrange tout le monde et qui devra normalement durer sur toute la vie du contrat. D'accord. À part donc le financement donc de ce projet qui est de 4 milliards de dollars, une somme très importante, qu'est-ce que ce projet donc a aussi également d'aussi grand et qui est très important pour la République du Djibouti? Donc l'investissement, vous l'avez bien rappelé, ça avoisine les 4 milliards de dollars américains. Il est prévu un recrutement d'environ 2000 personnes sur la phase de construction du projet. Recrutement de jeunes djiboutiens. De main-d'œuvre. De main-d'œuvre, oui. Et il nous appartient de faire le nécessaire pour que les djiboutiens soient mis en avant. Et environ aussi 1000 personnes sur la phase même ultérieure. D'accord. Pensez-vous que le délai de 6 mois que se donnent les deux parties pour finaliser donc les contrats juridiques relatifs au méga-projet sera suffisant? À dire vrai, je pense que nous avons fixé les principales conditions du contrat. Les termes financiers clés sont fixés dans le MU qui a été signé ce matin. Donc 6 mois, c'est un délai raisonnable pour finaliser les contrats juridiques de concession relatifs à ce projet-là. Et c'est une durée raisonnable qui paraît être tenable. Après, il appartient aux deux parties de trouver le consensus et la raison nécessaire pour respecter ce délai. Et donc, Poly GCL, la société chinoise, donc, a dû en outre mener, en marge des discussions qu'elle mène avec la République du Djibouti, des discussions également avec la partie éthiopienne. Où en sont ces discussions? Alors de leur côté, donc faut rappeler que ce projet-là, donc c'est un projet intégral qui comprend trois éléments. Le bloc upstream qu'on dit en anglais, c'est-à-dire l'amont, concerne l'exploration et la production des champs de gaz en Éthiopie. Il y a le gazoduc après, le midstream, le maillon intermédiaire, qui consiste à transporter le gaz extrait des blocs, des champs de gaz en Éthiopie. Et sur le littoral, le gazoduc, il arrive sur le littoral djiboutien à Damerjoog. Et ce gaz-là, il va être liquéfié en vue de son exportation vers le marché extérieur. Donc effectivement, la ressource naturelle en question, c'est le gaz, et elle appartient à l'Éthiopie. Avec l'Éthiopie, Poly GCL a signé, mais ça c'était en 2013 déjà, des accords de partage de production. Et pour le transport du gaz, le contrat de transport de gaz a été paraphé. Il est au niveau du cabinet du Premier ministre pour validation ultime. Ce sont les informations dont on dispose à ce jour. Merci Madame Rahma Ali Hassan. Je rappelle que vous êtes responsable des grands projets donc au ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu bien sûr répondre à nos questions. Merci. Et tout de suite nous allons bien sûr, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre édition. En nouvelles du monde, au Zimbabwe notamment, l'armée semble avoir pris le contrôle du pays, mais récuse pour l'heure toute annonce de coup de force. Elle se contente d'indiquer que le président Robert Mugabe se porte bien et qu'il est en sécurité. Pour nous en dire plus, Asma Oubaker est avec nous. Bonjour Asma. Bonjour. Alors qu'en est-il de la situation sur place, Asma? Eh bien, une tension et une incertitude politique règnent au Zimbabwe, où l'armée affirme avoir pris le contrôle du pays, mais se défend de tout coup d'État. Eh bien, la nuit dernière, des échanges de tirs nourris ont été entendus près de la résidence du président Mugabe. Des chars ont également été postés dans des points sensibles de la capitale zimbabwéenne, notamment près de la radio-télévision, le Parlement ou le palais de justice. Dans une allocution télévisée, un général Moyo a voulu rassurer le pays, nous assurant à la nation que son excellence, le président et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie, a-t-il dit, avant d'ajouter que cette intervention de l'armée visait à éliminer des criminels proches du président. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe dirige le Zimbabwe depuis près de 40 ans. C'est sa décision la semaine dernière de limoger son vice-président qui a mis le feu aux poudres.
Et au Sénégal, Asma, s'est ouvert le 4e forum sur la paix et la sécurité en Afrique, où sont confrontés des points de vue divergents entre ceux qui veulent compter face au manque de moyens sur les anciennes puissances de tutelle pour une approche militaire et de sécuritaire, et ceux qui plaident pour que les solutions et les responsabilités pour contenir le terrorisme soient prises par les États africains eux-mêmes. Oui, justement, à l'ouverture de la 4e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les positions sont tranchées. Certains dirigeants ont déclaré qu'il revient aux États africains d'assurer davantage leur propre sécurité pour faire face au terrorisme. Ainsi, le président sénégalais Macky Sall a indiqué que la riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire au groupe terroriste. Son homologue du Mali a abondé dans le même sens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a pour sa part déclaré, je cite, « Je ferai tout ce que je pourrai jusqu'à mon dernier souffle pour que mon pays ait les moyens de défense à hauteur de la menace qui lui est faite, mais pas seul. Je suis bien conscient que la modestie de nos moyens. » Par contre, le président rwandais, Paul Kagame, a sa position diffère. Si nous autorisons, a-t-il dit, les autres à porter le fardeau et à déterminer nos défis à notre place et à en prendre la responsabilité à notre place, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, a-t-il déclaré. Paul Kagame, donc, qui présidera l'Union africaine en 2018, a exhorté ses pairs africains à se prendre en main. Merci Asma pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.